Bonsoir, je ne sais pas si vous m'entendez. Je ne suis pas très grande, je vais me pencher un petit peu en avant comme ça. Bonsoir, bienvenue. C'est un plaisir de vous accueillir pour cette discussion comment mener une vie féministe / living a feminist life, qui est dans le cadre du festival Les Créatives et dans le cadre de la Semaine des droits humains. Alors, pour les personnes qui étaient là il y a 2 jours, je tenais à nous présenter vos excuses, vous présenter nos excuses. On est un 4e jour de festival, franchement, là, on encaisse un peu. Pour cette fois-ci, on a prévu 2 salles de retransmission, mais tout le monde rentre dans cette salle, donc voilà, on apprend doucement, mais ça marche pas toujours. Je voulais juste vous dire le plaisir qu'on a de pouvoir avoir cette discussion avec 2 personnalités que vous ne connaissez pas forcément. Énormément de mes amis m'ont dit « Ah, je vais venir à la discussion avec Sarah Ahmed ». Et d'autres m'ont dit « Je vais venir à la discussion avec Rebecca M. Salem ». Je suis sûre que c'est le cas de beaucoup d'entre vous de ne connaître qu'une seule de nos 2 intervenantes. Et c'est vraiment un très très grand plaisir de vous permettre de les rencontrer ensemble parce que leurs travails sont complémentaires, sont assez essentiels dans l'engagement féministe. Donc c'est vraiment un grand plaisir. Je voudrais tout de suite passer la parole à Ambroise Barras, qui est le responsable des activités culturelles de l'Université de Genève, qui est un partenaire essentiel sur cet événement, mais également sur l'événement que nous avons eu mercredi, sur le CRI, qui était mon partenaire sur le spectacle Viril. Et c'est important pour un festival comme le nôtre d'avoir des partenaires qui s'engagent, parce qu'on est une toute petite structure avec des tout petits moyens, et sans l'appui de l'université, il y a pas mal d'événements qui n'auraient pas été possibles. Donc je remercie Ambroise pour son soutien et je lui passe la parole. Bonsoir à vous, merci Anne-Claire. À mon tour de retourner le remerciement parce que pour la Semaine des droits humains, la programmation que les créatives ont pu amener est extraordinaire. Ça fait exploser notre programmation, ça nous a donné des ouvertures que l'on ne soupçonnait pas et on en est vraiment extrêmement heureux. Vous assistez donc aujourd'hui au dernier événement en coproduction entre les créatives et la Semaine des droits humains. La Semaine des droits humains s'achèvera d'ici 6 jours avec un dernier événement que j'aimerais très rapidement vous présenter. Il s'agit d'une soirée de performance qui s'intitule Poésie en mouvement, Control Escape, qui aura lieu donc jeudi 21 novembre à 19h30 à la fonderie Kugler, à l'usine Kugler. Une soirée de performance où 10 performeurs et performeuses seront sur scène et parmi ces performeurs, il y aura un certain dénommé Kenneth Reams, qui est poète, qui est peintre et qui est détenu dans un couloir de la mort dans une prison d'Arkansas. Il interviendra par téléphone, en performance téléphonique. Il fera la lecture de 2 de ses textes absolument bouleversants. Si parmi vous, il y en a qui avaient assisté à la projection du film Freeman de Anne-Frédérique Wiedemann, je pense que vous aurez compris toute l'émotion que cette invitation et le fait qu'il ait accepté de participer à cette soirée peut générer chez nous. Voilà, bienvenue encore ici à l'université et puis bienvenue aux créatives avec lesquelles on se réjouit de collaborer l'année prochaine. Avant de passer la parole à notre panel, je voulais remercier très chaleureusement toute l'équipe du festival qui œuvre pour mettre ces événements sur pied, notamment Laïla Alonso, qui est la cheville ouvrière de toutes les tables rondes auxquelles vous allez participer. Aussi remercier tous les bénévoles qui sont là et les interprètes qui sont planqués derrière en cabine, qui permettent aux personnes qui ne parlent pas français ou anglais de comprendre cette discussion. Merci à tout le monde. Je vais maintenant laisser la place au panel qui sera animé par Pamela Oeneniako, qui est à la fois historienne, féministe bien sûr, et qui est également une des fondatrices du projet Afrolite pour mettre en avant des espaces de discussion pour la littérature noire. Pamela, c'est à toi. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, vous allez bien? Ah voilà, on aime quand la Suisse répond, hein, c'est bien. Voilà, je suis suissesse, donc j'ai le droit de dire ce genre de choses. Donc mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir de vous avoir ici ce soir et surtout d'accueillir 2 grandes femmes féministes, activistes de nos temps contemporains, à savoir Sarah Ahmed et Rebecca M. Salem.
Donc je vais juste rapidement les présenter avant de passer à ce moment de discussion. Juste quelques aspects logistiques. Donc nous allons discuter à peu près 1 heure et ensuite vous aurez 1 demi-heure de questions-réponses, réactions, à vous le public. Et donc chaque personne a en principe reçu des petits écouteurs pour les retransmissions. Je vais passer du français à l'anglais, on va voir comment ça se passe. Et nos 2 intervenantes parleront, donc Rebecca parlera français et Sarah parlera anglais. Donc je vais commencer par vous présenter, Rebecca Amselem. Donc vous êtes docteur en économie et d'ailleurs votre thèse sur l'internationalisation des musées vient d'être publiée. Donc félicitations pour ça. Vous êtes donc activiste et féministe franco-canadienne et vous êtes surtout la créatrice de la fameuse newsletter Les Glorieuses qui à ce jour ont 150 000 abonnés. Donc si vous ne l'êtes pas abonné, c'est le moment, c'est simple. Allez sur le net et rentrez votre email, c'est gratuit et c'est accessible et c'est tous les mercredis. Vous êtes également l'auteur du livre Les Glorieuses chroniques d'une féministe, paru aux éditions Gallimard en 2018. Et vous êtes à l'initiative des mouvements. Alors chaque année, ça change, la date. Cette année, c'est hashtag 5 novembre 16h47, à savoir le moment à partir duquel les femmes en France ne sont plus payées en raison de discrimination salariale. Rebecca, c'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. On se réjouit et bienvenue. Sarah Ahmed, it's a pleasure having you here at the University of Geneva. Welcome. So you're a feminist writer and an independent scholar since 2016. Before that, you were a professor of race and cultural studies at Goldsmiths University in the UK. And you resigned from this position due to the failure of tackling sexual harassment within the institution. So complaint is one of the aspects you're currently working on, and notably how the procedures of complaint within these institutions actually reproduce discrimination and domination at the intersection of race, sex, and sexuality. And more broadly, you work on diversity and equality policies within institutions. You also work on whiteness, on happiness, on queer phenomenology, and you have published extensively. So I really invite all of you to look up your work. And so your latest publication, which also came out a couple of weeks ago, is What's the Use? And before that, you published Living a Feminist Life, which is also the title of today's conversation. And in parallel to writing this book, you also have a blog, which is feministkilljoy.com. So again, people, take your phones, follow the blog. And once again, it's a pleasure having you here with us, Sarah, tonight. Welcome. I am not being rude. My questions are on my phone. I'm not tweeting or replying onto WhatsApp. Just for info. So what appears in both cases is, as Simone de Beauvoir said, you were not born a woman, you were not born a feminist, you become a feminist. And in your book, Sarah, you talk about snap moments, like moments where you decide as a woman, like you can no longer take it. Maybe situations that you were able to actually bear until then, and it's like, and these snap moments are like, no, we're done. And so first question is, what was that moment in your case that made you become a feminist? Thank you for that question. Is this on? Yeah, well, it's a wonderful thing to have a conversation about living a feminist life, and I think that's part of what living a feminist life is, having these conversations. And one of the things I try to do in the book, Living a Feminist Life, was to reflect on my own experiences of becoming a feminist. And sometimes it's hard to think back to that experience of becoming, because once you are a feminist, it's hard to imagine ever not having been one. But you do become a feminist over time, and I describe the process in the book as being quite bumpy. It's not that feminism comes to you all at once, because the structures in the world that we oppose as feminists don't reveal themselves all at once. You catch them in a glimpse. You keep having the same problem over and over again, and maybe at first, if you keep having the same problem, you think, oh,
the problem is me. So for me, becoming a feminist was about realizing that the problems I kept having were to do with the world I was in. They weren't in my head, they were in the world. And there were so many experiences that I can't possibly give them to you today. But there are a couple that stand out. But one was an interesting experience. It was at school, not at home. A lot of my snap moments were at home. Let me choose a school moment. And it was when I was being a bit naughty, you know. That's the job of the feminist, to be a bit naughty. And I got in trouble. But rather than just me and the other person I was naughty with getting in trouble, the teacher punished the whole class. And our task was to remove ourselves from the physical education class and go into the library to write about our favourite sport, which I was really glad about because I wrote about horses. Anyway, in the middle of my essay, I wrote a paragraph saying why I thought it was wrong to punish everybody for the naughtiness of a few. And the readers actually read the teachers actually read the essays, just surprisingly, and they found my paragraph, and I was brought in, and I was really told off. And when I was listening to the teacher telling me off for protesting against the method by which they had punished us, I began to realise that often power works by giving some people the right to be right. And I began to realise that so often compliance is produced through rewards and transgression is punished, and that often works by making the individual troublemaker a problem for the group. And that experience really, it was a snap in the sense that I suddenly got something, you know, about how power worked. And often feminism for me is those moments that can sometimes actually feel quite clear, when something that was previously somewhat obscure really becomes clearer and you get it. And I think of it as snap. I also sometimes think of it as snapping the bond to the world that allows you not to see certain things, that once you have seen them, you have become a feminist, and feminist you will stay. Rebecca, pareille question pour vous. À quel moment est-ce que vous pouvez consciemment dire « Ah ouais, ça c'était le moment tournant, le moment où je suis devenue féministe ». Bravo déjà pour le switch français-anglais, c'est hyper dur en fait. En fait, je pense que comme Sarah, il n'y a pas eu un moment où tout d'un coup je sais pas, je me suis réveillée un matin et je me suis dit bah ça y est, c'est bon, je suis féministe et maintenant je vais vivre une vie féministe. En fait, c'est plein de petits moments, et c'est la fondatrice du premier quotidien en France. Non, la première femme fondatrice d'un quotidien en France qui s'appelait La Fronde, et c'était au 19e siècle. Et j'ai malheureusement oublié son nom, mais elle parlait de conversion féministe. En fait, elle avait été, elle devait aller, elle travaillait à l'époque pour Le Figaro. Et elle était envoyée par son rédac-chef, qui était en même temps son mari, mais bon, c'est pas le sujet. Mais bon, c'est pour la petite anecdote. Elle a été envoyée du coup par Le Figaro pour aller suivre une convention qui se déroulait à la Sorbonne et qui était la première grande convention internationale des féministes. Et son job, c'était d'aller là-bas en tant que journaliste, d'écrire sur cette convention, mais surtout, en gros, de se foutre de leur gueule, quoi. De dire à quel point elles avaient complètement tort, et c'était vraiment le message du rédac-chef du Figaro. Donc on voit que ça n'a pas vraiment changé déjà, premièrement. Et deuxièmement, en fait, ce qui s'est passé, c'est complètement l'inverse. Elle en est ressortie et elle était là, mais en fait, maintenant, je comprends tout, quoi. Je comprends tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai lu, et pour elle, ça a été justement un snapping moment, comme tu disais. Et donc, elle parle de conversion. Et en fait, plus que du coup un moment incroyable qui s'est passé pour lequel je peux dire ok, je suis devenue féministe, en fait c'est plutôt des lectures qui m'ont aidée. J'ai commencé à lire des livres de femmes féministes. C'est vrai que j'avais tendance plutôt à lire des livres écrits par des hommes avant, et puis je me suis mise à lire de plus en plus de livres écrits par des femmes, et notamment par des femmes racisées. Et en fait, ça m'a permis de comprendre ces expériences que j'avais vécues, des expériences que mes amis avaient vécues. Et donc, je pense que et encore aujourd'hui, c'est encore le cas. À chaque fois que je lis quelque chose, ou que je vois une série, ou que, d'ailleurs, c'est pas forcément des livres, ou que je vois un film, en fait, je vois la réalité de manière différente. En tout cas, ce que je sais, c'est que ça fait aujourd'hui à peu près 5 ans que j'ai un peu,
mis mes lunettes de féministe et c'est comme ce que tu disais avant en fait, à partir du moment où on voit la vie comme féministe ou qu'on vit une vie comme féministe, c'est impossible de revenir en arrière. Et tant mieux d'ailleurs, parce que en vrai c'est chiant. And in living the feminist life, Sarah, you also talk about, and I see you're not wearing the beautiful T-shirt today. What happened? I was worried it was looking a bit like a brand. It's now a badge. Feminist Killjoy. Okay. So in your book, it starts with on happiness, but you get back to this figure of the feminist killjoy. And what is this figure, why you invoke this figure, and especially why is it so central in living a feminist life? Yes, I began writing about feminist killjoys after I began writing a book on happiness. And I remember telling my mum, who was a bit tired of some of the things I was working on, she said, Sarah, what are you working on now? And I went, I'm writing a book on happiness. And she was like, yay, something positive. I'm like, I don't think so. And I recognised this figure because I'd been given that assignment. I knew intimately the figure of the feminist killjoy because I had been her. And in a way, the feminist killjoy really is a stereotype about feminists. That feminists say what they say, that they object to something, that they call out sexism, that they call out racism because they're trying to ruin the party, to get in the way of other people's happiness, because they want to cause happiness. And taking up that figure, it doesn't rest on the desire for unhappiness, either myself, my own unhappiness, or the unhappiness of others. Rather, it's the figure of the feminist killjoy. When you take that figure up, what you're saying is, well, if pointing out sexism and racism causes unhappiness, then I'm willing to cause unhappiness. And by making that gesture, that conditional statement of will, I am willing to cause unhappiness if pointing out sexism and racism causes unhappiness, you have a kind of conversion of the negativity of a judgment into the positivity of a task, that you are willing to get in the way of any happiness that rests upon violence and inequality, and that becomes part of what you do. But what's really interesting about the figure of the feminist killjoy is I began writing about her and other figures, the unhappy queer, I was that too, well not really, but anyway, the melancholic migrant, other figures of negativity, was when I began talking about feminist killjoys, giving lectures on that particular project, I just noticed the atmosphere in the room would change. People would pick up and become really, really interested. And there was something quite electric about it, and that really interested me. And I was thinking about the snap. I often think of it as a snap, snap, sizzle. There's something you can almost hear in the figure of the killjoy. Actually, in many ways, she as a figure, or they as a figure, can be based on something very painful and traumatic, because think of the situation. You might be with family, you might be with your friends, someone says something you find problematic, and if you point it out and it causes them to be unhappy, that is a problem for you too, because you care about that person, you care about their happiness. So actually being a killjoy, killing the joy of those you love, can be a deeply painful experience, and yet despite that, when I talked about her, people became very animated because they recognised in her, that figure, something of their own experience. And that's what I think is really important part of the feminist process, is that yes, actually, being a killjoy can be very alienating, it can be even isolating. But when you find other killjoys, others who recognise their experience in her, it can be a moment of social bonding that is actually quite electric. And I didn't expect to have a blog called feministkilljoys.com. I didn't expect to write a book, Living a Feminist Life, in which the killjoy would figure so prominently. But the figure taught me something about feminist work, how actually feminists finding each other is not just about, hi, I'm happy to see you, you're a feminist, I'm a feminist, let's enjoy each other. It's not that kind of version of solidarity. It's more, I understand something about what you're saying. I have been somewhere close to the pain that you're describing. I have had that difficulty that you're bringing to the world too. And from the sharing of those experiences of what is painful and difficult, a bond is created, a feminist we is created, a fragile we, but equally a fierce we and a fabulous we. Je le fais en
français? Ok. Oui, oui. Okay. It's like the old people, you know. Sorry. Non, en fait, ta réflexion, ça me fait penser au fait que à chaque fois qu'on parle d'un sentiment ou d'un mot ou d'une expression, en fait, la norme va toujours être la norme masculine et blanche. Typiquement, quand tu parles de bonheur, de joie, je ne sais pas trop comment on traduit happiness, mais c'est soit bonheur ou joie. En fait, on va penser plutôt au bonheur ou à la joie des hommes blancs qui, eux, profitent de ce système et qui ont les privilèges aujourd'hui dans notre société. C'est pas un bonheur qui est universel. Et le fait de changer finalement cette notion d'universalité, en fait, c'est pas, je sais pas qu'on dit killjoy, de tuer la joie, ouais. En fait, tu la joie. Ah ouais, mais je crois que c'était ok, hein, tu la joie. Effectivement, on est rabat-joie, mais on est rabat-joie envers les personnes qui ont le privilège dans notre société. On n'est pas rabat-joie envers tout le monde. Et j'ose croire qu'une petite partie de notre travail, c'est quand même de faire en sorte de créer une société qui amène un peu plus de bonheur à aujourd'hui une certaine catégorie de la société qui a un peu moins de privilèges que les autres. Et en fait, moi, c'est vraiment la réflexion que j'ai aujourd'hui, c'est que vraiment tout ce qu'on ressent. En ce moment, je suis en train d'écrire un texte sur l'amour entre les personnes. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est que tous les sentiments qu'on nous a appris à ressentir étaient des sentiments qui avaient été calqués, qui sont calqués aujourd'hui sur une norme masculine et blanche. Et en fait, on doit déconstruire absolument tout pour créer même ces éléments qui sont de l'ordre de l'intime, comme le bonheur ou comme l'amour. That's very well said, and I totally agree with you. I think that deconstructive project of even the ideas and the ideals that have been quite dearly held, those that are apparently universal, have to be called into question as ideals and ideals that have taken the shape of some bodies and not others. And I think it's really important here to reflect that actually if you look at feminist intellectual history, it has been consistently a very place to go for very strong critiques of happiness as an ideal. Simone de Beauvoir, who you quoted earlier, said, "It is always easy to describe as happy the situation in which one wishes to place others," which is such a wise statement about how happiness can be used to justify social norms as social goods, and how, yes, calling into question that version of happiness might be also not just about claiming unhappiness or even insisting on the freedom to be unhappy, although I do that in my book on happiness, the freedom to be unhappy. It's also saying, well, perhaps if we start with a different body, if we start with a different set of experiences, the ideas of happiness that we will create will be different. And one of the interests that I had in writing the book on happiness was the English word hap, which it's a Middle English word, and hap comes from chance. So happiness, its origin was chance, but most of the contemporary models of happiness that I was reading were all about happiness is what you get if you live your life in the right way. You've got to earn it. You've got to work hard for it. And then that's what you get. It was all about the elimination of hap. So my question became, how did happiness lose its hap? And that is interestingly a similar question to the question that you're raising about how do we question the apparent universality of ideas like love and happiness. We do so by bringing others into the conversation. And good thing that you're ending on the question of universality, because not only do you invoke this figure of the feminist killjoy, but you also reclaim lesbian feminism of color. So could you explain why reclaim this type of feminism? What is the added why, not just feminism? Yeah, well, I mean, I think of being a lesbian, being a feminist, being of color, these are things I am all of these things at once and at the same time. So one way I think about intersectionality is let's make a point of how we come into existence. And I think Kimberly Crenshaw, who is the originator of the word intersectionality, has really stressed that intersectionality is about structures, and I think that's right. But I'm also interested in how structures are experienced. I think you can be hit by structure. I think structures can have a tangibility when they are the things that stop you from entering the room or for getting through the border. That's the structure, and that will hit you if it stops you.
So from Lesbian Feminism on Colour, how am I getting, it's partly about thinking about the body of work. You mentioned this, the books that you read, the films that you see, which give expression to the feelings and the memories and the senses that you might have if you are not the dominant norm, the white male norm, as you put it. So if you're not white, being a person of colour, we see whiteness all the time. It's there, it's around you. And the visibility of whiteness is a way of changing our relationship to the world that race creates, trying to make a different world by recognizing how racism makes the world. Being a lesbian, being a woman who is with a woman, however woman is defined, is different. It changes your relationship to the world because how much of the world is organized as your relation to man, that you have to be a female relative to man. So the word lesbian really matters to me, and feminist really matters to me for the reasons that we've been saying. So for me, when I think of lesbian feminism of colour, I think of Gloria Anzaldúa's Borderlands. I think of the writing that pulses with life, that is about giving life to those who are not the norm, and for whom not being the norm describes more than one category of experience. And that work, that body of work, I think of Audre Lorde as well, who's the person who's most influenced me in my work. How giving words and names to things, I think of poetry, I think of how we recombine words to make sense of our experiences and our desires. I think that's what I think of when I think of lesbian feminism of colour. Yeah. Thank you. Et d'ailleurs, Rebecca, est-ce que vous vous opposez? Oui, on peut dire ça. Vous vous opposez également à cette idée d'un féminisme universalisant qui ne reconnaît pas les différences entre les femmes, et vous réclamez vraiment un féminisme inclusif. Ma question, en plus vous le faites ça dans un contexte français, alors pour les personnes qui suivent l'actualité francophone, parce qu'on peut dire qu'en Suisse romande c'est pareil, en Belgique c'est pareil, ces questions-là peuvent être tumultueuses. Ouais. Oui. Ma question à vous, c'est comment est-ce que vous en êtes arrivé à ce positionnement-là? Aussi, en lisant votre livre, on voit que justement vos influences sont diverses et variées. Vous incluez des personnes comme Nina Simone, comme J.K. Rowling, exactement. Donc vraiment une pléthore de figures féminines. Donc comment est-ce que vous en êtes arrivé à avoir ce positionnement de c'est un féminisme inclusif est nécessaire, reconnaître les différences est nécessaire? Je pense que ça a été une évidence dès le début, en fait. Mais je pense avant même que je me dise féministe et avant même que je mette un mot sur la question. Après, je pense que, pour être vraiment complètement transparente, j'ai quand même été élevée par ma mère qui est canadienne. Et donc, elle vient quand même d'un pays anglo-saxon où il n'y a pas du tout le même rapport à la race qu'en France. En France, on n'a pas le droit de parler de race, on est même passible de prison si jamais on prononce ce mot. Et en fait, il y a vraiment une volonté en fait, en France de faire comme si ça n'existe pas. Comme si c'était... du coup, si ça n'existe pas, il n'y a pas de problème lié à ça non plus, quoi. C'est vraiment une logique finalement très libertarienne où en mode finalement tout le monde est égal et tout le monde peut faire absolument ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, peu importe son origine, peu importe sa couleur de peau, peu importe sa religion. Et en fait c'est génial quand même pour eux. Non mais enfin ils sont très forts quoi. En fait ils disent juste qu'un mot n'existe pas pour juste faire en sorte qu'ils aient pas à régler le problème. Moi je trouve que c'est du génie quoi. Et donc, et ça fonctionne, c'est ça qui est génial. Du coup, il y a des lois qui sont passées pour nous interdire d'en parler. Il y a des structures qui sont mises en place pour te faire croire que ça existe. Et c'est tout le principe. Alors, il y a un principe merveilleux en France, je ne sais pas si c'est la même chose ici, mais c'est le principe de méritocratie. Trop fort. C'est vraiment génial, c'est de te faire croire que tu peux faire absolument tout ce que tu veux dans la vie, peu importe qui t'es, peu importe tes aspirations, vraiment tout le monde a exactement les mêmes chances, quoi. Et en fait, assez tôt, je sais même pas comment, mais assez tôt, je me suis rendu compte que c'était juste complètement n'importe quoi, ce concept de méritocratie. Et je pense que c'était les petites réflexions qu'on a quand on est enfant, adolescent, et puis ça grandit. Et je pense, je le souligne encore une fois, mais je pense que c'est quand même beaucoup grâce à ma mère qui se revendiquait pas forcément féministe d'ailleurs, mais qui me mettait des musiques, qui me mettait des films, qui me donnait des livres à lire,
qui était quand même très anglo-saxon. Et par exemple, les personnes que vous citez du livre, effectivement, il y a beaucoup de personnes anglo-saxonnes, quoi. Après, je me suis améliorée depuis la publication du livre et j'ai appris à connaître des autrices, notamment moins occidentalo-centrées, parce que ça manquait, je pense, dans ma réflexion. Mais en tout cas, c'est grâce à ça que j'ai toujours considéré que c'était une évidence. Et d'ailleurs, le mouvement cette année pour l'égalité salariale, on a décidé vraiment de mettre en lumière les différences de salaire entre les femmes racisées et les femmes blanches, parce que alors, c'est pas que ça n'existe pas, mais en tout cas en France, encore trop fort. Ils ont interdit les statistiques qui pourraient permettre de prouver que les femmes racisées gagnent moins que... Enfin, les personnes racisées gagnent moins que les personnes blanches. C'est juste interdit. Enfin, c'est accepté dans certains secteurs, comme l'entertainment, la télévision, etc., mais c'est pas accepté dans le monde du travail. Donc en fait, quand on dit que les femmes racisées gagnent moins que les femmes blanches, ils répondent, mais vraiment de manière totalement genuine. Enfin, non, enfin, la preuve, il n'y a pas de statistiques qui montrent que les personnes racisées gagnent moins. Et donc, du coup, on a fait appel à une sociologue, notamment, qui est géniale, qui s'appelle Carmen Diop, et qui travaille en France depuis 7 ans sur... alors, son travail de recherche, c'est sur les femmes noires diplômées. Et elle fait des entretiens longs avec plus d'une 50aine de femmes noires diplômées pour essayer, du coup, de mettre en avant les comment on appelle ça, les mécanismes qui sont mis en place, qui sont installés dans le monde du travail pour les empêcher de progresser. Ça va être le fait de, par exemple, ne pas leur donner un travail qui permettrait de montrer qu'elles ont les compétences pour, et donc ensuite demander une augmentation ou demander une promotion. C'est aussi des trucs tellement insidieux, par exemple mettre 2 femmes noires à 2 étages différents pour pas qu'elles se parlent et pas qu'elles se rendent compte de ce qu'elles subissent. C'est vraiment avéré en fait dans le monde du travail en France. Et en fait, tout son travail permet justement de mettre en avant ces différences de traitement des personnes racisées et des personnes blanches. Donc voilà, donc le système français, mais comme bon nombre de systèmes occidentaux, et ce sont des systèmes racistes qui sont faits en sorte, qui ont été créés pour faire perdurer cette oppression. Et donc ça me paraîtrait vraiment ahurissant de ne pas considérer le féminisme en dehors de ces questions raciales, et de la même manière que je ne considère pas le féminisme en dehors des questions écologiques. Je pense que tout est imbriqué de toute manière. Il y a un élément alors il y a plusieurs éléments qui relient vos travaux respectifs, et un élément qui ressort clairement est la question de la plainte. Comment est-ce que quand une femme porte plainte, en fait, quelle que soit d'ailleurs femme identifiée femme, quand cette personne-là porte plainte, la manière dont est traitée cette plainte. Donc Rebecca, vous en parlez également dans votre livre Les glorieuses chroniques d'une féministe. Alors je ne sais plus quel pourcentage, mais je crois que c'est 10%, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. 10% des femmes qui ont vécu un harcèlement sexuel portent plainte judiciaire pour acte, et après encore, on sait qu'il y a des plaintes qui sont classées, et puis voilà, le traitement médiatique et populaire aussi d'une femme qui porte plainte, souvent, vous en parlez, ça commence par l'enquête, qu'est-ce que vous portiez, qu'est-ce que machin, donc on part du principe qu'elle ne dit pas la vérité. Ça, vous le dites très bien aussi dans votre livre, c'est pas que les femmes ne parlent pas, c'est qu'en fait, vous ne les écoutez pas. Et j'aimerais aussi vous entendre justement sur qu'est-ce qui explique ce traitement-là de la plainte, notamment par les médias et par la sphère publique française, et surtout étant donné, et puis ça c'est aussi quelque chose qui nous concerne en Suisse, si la voie judiciaire n'est pas la bonne voie pour les femmes, quelles autres voies pourraient s'offrir à elles? Alors effectivement, je crois que le pourcentage, c'est entre 8 et 10% des femmes qui sont victimes d'une agression sexuelle décident de porter plainte. Et sur ces 10%, il y a environ 0,5%, non, il y a 1%, pardon, qui va jusqu'au procès. Donc on parle de 0,1%, et sur ces 1%, il y a encore 1% qui sont vraiment condamnés. Donc en fait, en gros, on se dit, effectivement, si on porte plainte, on a 0 chance de gagner, quoi. Et en fait, c'est horrible, mais c'est la vérité, quoi. Donc
Donc il y a ça, et en fait, effectivement, il y a eu une chose assez étourdissante pendant l'affaire MeToo. C'est qu'on n'arrêtait pas de dire, mais dans tous les pays au monde, on n'arrêtait pas de dire « Ah, la libération des femmes, enfin les femmes parlent ». Ah, parce que c'est vrai qu'elles étaient muettes avant, quoi, et donc du coup, on ne parlait absolument pas, quoi. Et d'ailleurs, un des éléments les plus intéressants par rapport à ça, c'est ne serait-ce que le mouvement MeToo qui a été créé 20 ans plus tôt par Tarana Burke, et puis finalement, personne ne les a entendus, ces personnes qui ont été... Donc Tarana Burke, précision, femme afro-américaine, qui en fait a été mise sous silence. On a dit que c'était Alyssa Milano, ou je ne sais qui a lancé le mouvement. Femme blanche, du coup. Voilà. Ça se répète. Mais donc voilà, donc en fait, les femmes ont toujours parlé. Que ce soit, alors elles n'ont peut-être pas parlé dans le cercle judiciaire, mais elles en parlent dans leur cercle familial. Et en fait, je pense qu'il y a un moment donné, elles se disent aussi que, en fait, ça vaut pas le coup, parce qu'effectivement, à partir du moment où on accuse quelqu'un, que ce soit dans son cercle personnel ou que ce soit une personne connue ou une personne qu'on ne connaît pas, on va d'emblée remettre en cause la parole de la victime. On va d'emblée dire, c'est exactement ce que vous disiez sur le fait de qu'est-ce que vous portiez au moment de l'agression, est-ce que vous aviez bu. Hier ou avant-hier, je ne sais pas si vous avez vu ce moment incroyable où il y a Chanel Miller, je ne sais pas si vous voyez qui c'est. C'est une jeune femme qui avait été agressée sexuellement à son université à Stanford par un joueur de polo, enfin je sais plus, un mec très connu. Et puis pendant des années, c'était Jane Doe parce qu'elle voulait pas donner son nom. Il y a eu tout un procès par rapport à ça, et elle a donné son nom que très très récemment, quand elle a écrit son livre. Et elle a fait ce poème à un événement de glamour, littéralement, c'est un événement glamour, où elle disait qu'elle en avait rien à faire finalement si jamais... lisez le poème parce qu'il est très très beau et je ne vais clairement pas pouvoir vous le retranscrire en français et puis de tête, ça va être vraiment un enfer. Mais c'est vraiment de dire, en gros, en tant que femme, j'en ai vraiment rien à faire de ce que tu portais ce soir-là, j'en ai vraiment rien à faire si tu avais accepté d'aller dans un rendez-vous amoureux avec ce mec, j'en ai rien à faire si tu avais bu un verre de vin ou si tu avais bu 1000 verres de vin ou 1000 verres de vodka ou peu importe. En fait, on devrait vivre dans une société où on n'en a rien à faire de ce genre de choses. Et en fait, ce système est tellement existe pour défendre les oppresseurs que finalement, peu importe ce qu'on fait, ça va être forcément de notre faute, quoi. Et donc, typiquement, si jamais on est victime d'une agression sexuelle, ça va être forcément de notre faute. Donc, effectivement, on dit aux femmes, allez porter plainte parce qu'il faut bousculer ce système. Et effectivement, moi aussi, je le dis, allez porter plainte. Mais en même temps, je comprends tellement les personnes qui ne veulent pas porter plainte parce que c'est des années de procédure. C'est aussi une mise en pâture dans l'espace public, mais dans la famille aussi. Donc en fait, ça se comprend. Et donc effectivement, il y a d'autres moyens de faire en sorte, en tout cas, de ressentir d'avoir obtenu justice. Et c'est ce qui se passe beaucoup en France en ce moment. J'imagine que vous avez vu l'actrice Adèle Haenel qui a décidé de parler des violences dont elle avait été victime par un réalisateur, et puis elle a décidé du coup d'en parler dans les médias, et elle a surtout du coup décidé de raconter son histoire. Et c'est ça qui est hyper touchant en fait dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les femmes parlaient, mais là en même temps, dans l'espace public, on entend leur histoire à elles, avec leurs propres mots, avec leurs propres ressentis, et on contribue à faire en sorte de légitimer ce discours-là. Et c'est ça qui a changé, je trouve, pour le coup, par rapport à il y a 2 ou 3 ans ou 4 ans. Et après, l'autre élément dont je voulais parler par rapport à ça, il y a eu, je ne sais pas si vous êtes sur Twitter, mais sur du coup, le Twitter francophone, il y a une grande journaliste féministe qui a tweeté un article Medium qu'elle a publié il y a le 13 novembre, donc c'était il y a 2 jours, où elle a raconté l'agression dont elle a été victime, le viol dont elle a été victime il y a 1 an. C'est une grande journaliste féministe qui est très reconnue, et elle raconte cette agression notamment parce que sa plainte a été classée sans suite par les autorités allemandes. Et en fait, on se rend compte que même aujourd'hui, peu importe le métier qu'on fait, quand on est une femme, on n'est pas en sécurité. Et il peut nous arriver ce genre de choses à tout moment, quoi. Et c'est une réflexion, alors c'est un peu glauque, hein, je suis désolée, mais c'est une réflexion que je me faisais il y a quelques jours, c'est que en fait, c'est une question de chance, quoi.
soit on se fait agresser, soit on se fait pas agresser, mais c'est pas une question d'être dans le bon environnement ou de s'habiller comme il faut ou d'être entouré des bonnes personnes. C'est vraiment une question de chance. Et je pense que notre métier en tant qu'activiste, c'est vraiment de faire en sorte que cette chance retombe à zéro pour toutes les femmes et pour toutes les filles. Merci Rebecca. Sarah, I think you have a lot to say on the matter of complaint. And you've already said a lot. Donc, n'hésitez pas si jamais il y a aussi des ressources en ligne qui existent où Sarah parle vraiment de la question de la plainte. So, one of your current work. Yeah, sorry, I have to. So, you're currently working on the matter of complaints and how within institutions. So that is what I feel is interesting. Is you talked about issues that are like in the public sphere, how they're treated in the public sphere, and you really look at how policy, equality or diversity policies, however they want to call them, within institutions that actually hire equality officers are actually not willing to change their values and to make sure that sexual harassment is tackled. So can you explain us like the current issue with like in filing a complaint within institutions and namely university? Well, just to go back to what you were saying, I mean, what's really, really striking is not the question of who's speaking, but it's about who's hearing and all the different methods by which people's testimonies about their experience of sexual violence or other kinds of violence are discounted in advance, how people are rendered incredible, how testimonies are doubted. And what's really important to me as somebody who supported students who were making a complaint about sexual harassment and sexual misconduct is to give complaint a hearing. And so I've spoken to 40 people, administrators, academics and students who've been involved in some way in making a complaint about an abuse of power in a university context. And the project isn't about universities, that's just the setting. Because I'm actually really, really interested in what's the experience, what happens, what gets said to you. And so the project is not about sexual violence or sexual harassment as such, it's about complaining. Many of the people I've spoken to have made complaints about sexual harassment, and in a way I think of it as inheriting the about. So whatever someone has spoken to me about in making a complaint, my project becomes about. So many of the experiences are related to other matters like disability discrimination, ableism. These are structures too, and one of the people that complained, for example, about the failure of her university to give reasonable adjustments so she could do her work, was told, if you're well enough to complain, you're well enough to work. And all the different ways in which an experience of an injustice that is structural is discounted often by presuming the very ability to complain is a sign that the thing that you're complaining about is minimal. And so the minimization of the harassment or of the structures is a huge way in which the people who make the complaints are themselves discounted. And I've been collecting these stories, and some of them are very depressing. I mean, I think I really understand, the difficulty of saying it's about chance, because we are talking about experiences that stop people from being able to be in the world in a meaningful, okay way. And one person, for example, was assaulted by her lecturer. The dean, what does he say? He says, have a cup of tea to sort it out. Their cup of tea, their English signifier of reconciliation. And so you experience, and what's going on there, it's not just that you are discounted, it's that the people who receive the complaint are often friends and colleagues of the people you're complaining about. So when we're thinking about how complaints and reports are stopped, and that often means they're stopped from being made, an informal report doesn't become a formal report, or an informal complaint doesn't become an informal complaint. We are talking about methods of discounting the person's testimony, but we're also talking about networks and allegiances and alliances that render the person who makes a complaint into a kind of trespasser, as if they don't belong. And I think that's really one of the things that my projects become about, is about the ways in which friendship, collegiality, networks operate to stop the very complaints about those forms of power that the complaint is addressing. But really what I want to say is that when people get somewhere, almost invariably, in my experience, and I've probably talked to over 200 people informally as well, is when they work together. They actually form a collective, a group that supports each other, holds each other up,
though you can distribute the labour because it's so much work. It's really hard to do it on your own. And those networks become, even if the complaint doesn't get anywhere, but those networks become what you take with you. And they are world-changing. And it's not a positive spin, but it's what I've learned about doing, because people said to me, why are you doing this project after leaving Goldsmiths in a very difficult set of circumstances? And I'm doing it because I believe in it, but I've also really been so energized by listening to people's experiences, because some of them are really depressing experiences. They're experiences that leave you feeling like, how can we get anywhere? But what has really struck me, what's the feeling I've been left with is just, oh my gosh, people are willing to fight so hard, and they are so inventive and so creative in response to these forms of violence. And that is our feminist history, being inventive, being creative, working together in response to these forms of violence. And you have been creative in your own way. You created, and I really recommend all of you check out Sarah's book, So Living a Feminist Life, because you have a toolkit of your own tools of how you deal, how you live your feminist life on a daily basis, and the kind of resources you need, and also a manifesto. So my question to you is like, why create these tools or this toolkit for yourself, and why create a manifesto for yourself? Well, I mean, it's a good question, and I didn't answer your question about equality and diversity, which was my earlier project that I published as On Being Included. And I think it's quite important because the equality and diversity sector is very fond of toolkits. And when I hear the word toolkit, I think, yuck. Because a lot of the work that, although you can recognise race in the UK, although you can collect data that reflects how bad things are, there's a way in which a lot of the work around diversity and equality is about creating policies and toolkits that are evidence of what you're doing, but aren't actually doing anything. Creating evidence of doing something is not the same thing as doing something. In my first memory of writing a race equality policy, I thought we were being really critical. We talked about whiteness. I'm like, oh, didn't quite get white supremacy in there, but we talked about whiteness. And then the policy was ranked as good, and the university was able to turn around and say, oh, look, we're really good at race equality. So a policy that documents racism becomes usable as a measure of good performance. Mm-hmm. And toolkits are part of the institutional language that are all about showing what you're doing and all about treating a problem as something that can be resolved, and resolutions are often problems given new forms. So my toolkit is not like that. It's not. I can testify to that. I have two conclusions in the book. One's a feminist a survival toolkit. Yep. And one is a manifesto, because the idea is you need to survive in order to have a future that can be the basis of a manifesto. And I think, the idea of a survival toolkit is partly saying that, it can be really hard and difficult to be conscious of what we would call structural violences and structural inequality. Sometimes you just wish you could turn it off and watch a movie, and then you find the same bloody thing in the movie. And it's like, oh my God, it's exhausting. And that is true. But I think what I've learned is that feminism also gives us the resources to energize and be energized by each other. And the practical question of how to live in the face of these violences that you can't will away, despite your best will, how to live with them and still do the work that you do. And it's a sort of practical question, and it's also an intellectual question. And I think, for me, like, feminist intellectual work is practical. It is about how to live in a world that is not of our making. And so it's important to me to think of it practically, like, what are the books that I've read that have helped me? Why is dancing in my toolkit? Why is my dog Poppy in my toolkit? She's there. All the things that we do to nourish ourselves and each other. And to think of feminism as kind of like food, as a resource for the body, a way we equip ourselves. And also it's about giving yourself permission notes, so that you don't always have to go there and fight that battle, because there's only so much you can take in, which means there's only so much you can take on. Mm-hmm. Manifesto, I love the genre of the manifesto. I like Valerie Zalnos's Scum Manifesto with its problems. I'm very aware of its problem. I like the idea of the feminist killjoy. She doesn't just have a manifesto, she is a manifesto. So it's not just the manifesto as a vision of what could be,
the future somewhere over there. It's a manifesto that comes from the hard work, I think you used the word crafting, the crafting of a feminist life from where you are, combining all the different elements that you combine, your friends, your family, the books you read, the things that you do, and thinking that in the work of being and doing feminism, there is a kind of future aspiration. There is an idea of we're enacting the world we wish for. We're finding a way of enacting that world. And for me, a manifesto is it's not about the future over there, it's about the work we're doing here, the effort to create room here for different people to be in a world in a different way. Thank you, Sarah. Et d'ailleurs, Rebecca, par rapport, je vois aussi, j'ai l'impression aussi que le fait d'avoir rédigé justement le livre, donc les glorieuses chroniques d'une féministe, mais aussi cette newsletter, vous l'utilisez aussi comme un outil déjà pour vous, et vous l'avez dit dans une interview. J'ai écrit ce livre déjà pour me pardonner, ou je ne sais plus quel terme vous utilisez, accepter le fait que je suis une féministe imparfaite. J'ai trouvé ça très punchy. Non, c'est vrai, pour celles et ceux qui se disent publiquement féministes, souvent c'est « Ah ouais, d'accord ». Et puis c'est un peu la police de « pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as… » Donc être féministe ne veut pas dire être parfaite. Donc pourquoi pourquoi ces deux instruments? Est-ce que vous les voyez aussi comme des outils qui vous ont d'abord servi à vous avant de peut-être servir les autres? Et sinon, quels sont aussi… Est-ce que vous adhérez à cette idée justement de se faire ou d'être son propre manifeste ouais, manifesto. En fait, franchement, c'était exactement ça. En tout cas, quand j'ai créé Les Glorieuses, c'était en 2015. Et je me souviens que quand je l'ai créé, mon seul truc, en tout cas la seule chose que je me disais, c'était qu'il n'y a rien en français sur ces questions-là. Et en fait, j'ai envie d'écrire sur… comment est-ce que je suis en train de changer ma vision du monde, ma vision dont je vois en tout cas ce qui m'entoure. Et en fait, c'était une sorte de thérapie personnelle, quoi. Je me suis dit, je suis en train de changer tout ce que je considérais comme étant acquis, tout ce que je considérais comme étant universel aussi, on en a parlé tout à l'heure. En fait, tout était en train de changer dans mon esprit. Et donc je me suis dit, au début, je voulais juste en écrire un journal. Et je me suis dit, après, si jamais moi je me pose ces questions-là, à mon avis, il doit y avoir plein de femmes qui se posent exactement les mêmes questions aussi. Et donc j'avais créé cette newsletter pour dire, voilà, il m'est arrivé ça, et puis c'est marrant parce que j'ai lu ce texte-là, ce qui m'a permis de comprendre telle et telle chose. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, je ne sais plus, c'est une amie activiste qui me disait ça au moment où j'écrivais mon livre. J'avais très, très peur, quand j'écrivais mon livre, d'écrire des conneries, en fait. Je ne sais pas pourquoi, c'était vraiment un stress total, quoi. Et elle m'a dit, tant que tu écris sur toi et ton ressenti et ta vision des choses, en fait, tu ne peux pas te tromper, quoi. Et l'idée, c'est justement pas de parler de son vécu. Et je pense que chaque femme qui parle de son vécu, c'est un témoignage pour la suite qui est important. C'est pour ça que je vous encourage à écrire des journaux intimes, je vous encourage à écrire des newsletters, à écrire des posts, à écrire des blogs, peu importe. Mais il faut qu'on écrive sur ce qu'on a vécu. Comme ça, les générations suivantes de femmes, déjà, verront en fait et liront ce qu'on a vécu et l'utiliseront pour elles et leur libération à elles. Et je ne sais plus ce que j'étais en train de raconter. Mais en fait, sur la perfection. Ah ouais, ça a toujours été un gros truc depuis que je suis toute petite. Mais je pense beaucoup de femmes, quoi. On veut être parfaite. On veut être des jeunes filles modèles. On veut avoir les bonnes lectures, les bonnes blagues. Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette espèce de combat pour la perfection que je pensais vraiment être complètement personnel. Je me suis dit, voilà, c'est un défaut, voilà, je suis perfectionniste, et voilà. Et à partir du moment où j'ai compris, comme bien nombre d'autres choses, que c'était un problème systémique, la recherche de perfection chez les femmes, et qu'on nous encourageait à être perfectionnistes, on nous encourageait à faire entre 61 et 62 kilos, enfin je sais pas, je dis des trucs au pif, ou on nous encourageait à être d'une certaine blancheur, on nous encourageait à avoir des cheveux d'une certaine manière. C'est Naomi Wolf qui le disait par rapport à la culture de la minceur et la perfection du corps, c'est de dire qu'une
une société en fait qui est obsédée par la perfection du corps. C'est pas une société qui est obsédée par notre bien-être ou notre santé ou ce genre de choses. C'est une culture qui est obsédée par le fait que les femmes se concentrent sur un truc pour qu'elles aient pas à penser à se libérer par ailleurs. Et en fait, quand j'ai lu ça, ça m'a vraiment fait une espèce de feu d'artifice dans mon cerveau, et je me suis dit effectivement, cette perfection, c'est un combat sur lequel en tout cas je dois parler. Et après, quand je suis devenue activiste féministe, ce dont je me suis rendu compte, c'était que je cherchais aussi à être une féministe parfaite en fait. Forcément, à avoir les bonnes références, à avoir les bonnes lectures, à avoir les bons mots, à toujours utiliser le bon phrasé, à avoir les bons combats, mais toujours être dans cette culture de la perfection. Et je me rends compte que même entre féministes, on a cette aspiration à être assez dures les unes envers les autres pour aspirer à cette perfection-là. Et je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup en ce moment, parce que cette perfection, même entre activistes féministes, en fait, c'est quelque chose qui nous épuise. Tu parlais tout à l'heure de cette culture du self-care qui est extrêmement importante. Et en fait, je pense que c'est un vrai problème aujourd'hui pas chez les féministes, mais en tout cas, on mène tellement de combats en même temps qu'on est tout épuisé. Et en plus, on se rajoute à ça le fait qu'on se police les unes les autres pour dire là, t'aurais dû faire ça, là, t'aurais dû faire ça, là, t'aurais dû être meilleure. Et en fait, on ne souffle pas. Et on n'a pas réussi, en tout cas, à créer jusqu'à présent des espaces suffisamment grands et suffisamment safe pour respirer. Et je pense que c'est un challenge aujourd'hui parmi les activismes et notamment les activistes féministes de créer ces nouveaux espaces. Do you want to react to that? Yeah, no, I really agree with what you said about the pressure of perfection as an AD, and I really like Roxane Gay's work on bad feminists. I really like Roxane Gay, full stop. But I think she's really, really good at thinking about bad feminism as a place to do feminism creatively, because we're ambivalent, we're difficult, we're complicated, we have trouble with ourselves and with other people, we don't get it right. And I think as well, a lot of us have been privileged, I would say, some of us here have been privileged to be part of feminist spaces and feminist activist movements. And sometimes that's in universities. Those of you who've been at universities, we might have women or gender studies, we might have these spaces and these feminist shelters, I often think of them, where we go to retreat from the harshness of the weather that is business as usual. But what happens when those shelters are the places we encounter the histories we're trying to escape from? That happens a lot. Those spaces aren't perfect. Mm-hmm. For many of us who are of colour, they're often encountering feminism is encountering whiteness all over again. What do you do then? What to do then? Mm-hmm. So I think working out our relationships with each other in a way that recognising people do get things wrong, in a way that's kind. I actually really, I kind of believe in being kind, thinking about where the other person might relate, the histories that bring them into the room that you might not even know, because you can't tell what history someone brings into the room just by looking at them. We all have our histories. So it's kind, but it's also aware that being a feminist and creating a feminist space does not mean overcoming the histories that make us feminists at all. And before wrapping up and actually giving the voice to you, the audience, which I'm sure you're like bubbling with questions. Last question, which I like to ask all my, each time I have the opportunity to moderate a panel, I just feel like these two questions are important. If you should reflect on, now you've become a feminist, you've evolved in that journey, what would you tell your younger self? Qu'est-ce que vous diriez votre jeune vous? En fait, je pense que ça va être assez court, mais j'ai envie de lui dire, ça va aller, ça va aller. And you, Sarah? I was going to say something quite similar. I mean, there's been this thing on Twitter recently, what did you do in your last decade, and all people listening, and I'm like, no, don't do that. Well, I haven't said that in case someone's done that and then they feel bad that I'm saying it's bad, but I'm like, no, it's really, being a feminist is a constant commitment. I said in Living Feminist Life, to be a feminist is you're always a student, you become a student, you're a student for life. And I think if I look back, I would probably say, funnily enough, I would use the same word, okay.
It's okay, you're okay. I think we can put pressure on ourselves to do more and be more than what we can do and we can be. But I think just to persist with your feminist commitments is enough. And if I look to my future self, which I think you might be asking me next, I'm just anticipating it. I was like, oh my God, you're still here. That's what I'd say. I'd be like, you're still here. Et vous, Rebecca, qu'est-ce que vous diriez à votre futur vous? Et d'ailleurs, j'invite le public à se poser cette question. Qu'est-ce que vous diriez à votre futur vous? Ben, je pense que dans la même veine de ça va aller, c'est de dire que t'es assez, quoi. Voilà. Alors, c'est à vous, le public. Donc, donc on a 30 minutes pour questions. Vous pouvez également partager vos propres ressentis, etc. Ça peut aussi être un moment de partage. Mais peu importe ce que vous décidez de faire, essayez de penser que peut-être il y a plusieurs personnes qui veulent aussi s'exprimer, donc qu'on essaye de garder les choses un peu de manière concise. Et j'aime pas interrompre les gens, mais quand vraiment je dois le faire, je le fais. Donc j'espère ne pas être mise dans cette position. S'il vous plaît, aidez-moi. Ce que je propose qu'on fasse, c'est qu'on prenne une question-réponse. Peut-être que les personnes qui s'expriment, si vous avez une question ou un commentaire qui est dirigé directement à l'une des intervenantes, directement, faites-lui savoir. Et voilà. Merci. Le micro est là, et je crois qu'il y a une personne qui va... Thank you. Can you hear me? Okay. So I had a question for Sarah. Right here. So first, I just wanted to say like how important your work has been to me, especially as a South Asian lesbian feminist myself. And sorry, I wrote this question down so I wouldn't forget what I wanted to say. But so for context, a few years ago, I lost my best friend. He passed away very suddenly. And more recently, reading The Promise of Happiness, I realized that I'd internalized the idea of happiness as a virtue, as something that to be proud of when I have it and ashamed when I don't. But as someone grieving, it was really important to me to hold on to my pain. So I was wondering if you could speak to, in the context of the feminist killjoy, making the choice to not just say things that make other people unhappy, but to respect your own pain, even when it's seen as a moral failing. I think that's a very important way of approaching this, because our relationship to the question of happiness is also our relationship to ourselves and how we live with ourselves in the face of loss. And I think a lot of the emphasis on grief can feel like a pressure to get over it, to become whole again, to heal again. And one of the things I really insist on, I feel like we ought to insist on, is not getting over it until it's not getting over it if it's not over. The injunction to get over it can be personal, but it can also become a political injunction. Like sometimes you're not allowed to talk about race, as if by not talking about race it's over, but it's not over. And sometimes recognizing what's not over is an important way of living in relationship to those very, very difficult histories. But I think it is hard. I actually learned to question happiness, not from reading books as such, but from watching what happiness does within the family. And in particular, my mother, who had long-term illness and is a disabled woman, thinking how hard she worked to preserve the idea of family happiness at the expense of her own. And it was her grief, like her unrecognized grief, that I really thought about a lot when I thought about the work of trying to keep up the appearance of happiness. So sometimes, really, we have to shatter that illusion for ourselves and let ourselves grieve. I also have noticed when doing my complaint research that sometimes some people find it really, really hard to recognize what's going on because they know that it means it's like almost becoming your own killjoy. Did that thing happen? Is that what I thought it was? I don't want it to be that because I want to be a student here. I don't want that violence to be what's happening because I want to be a student here. Maybe if I just don't look at it, maybe if I turn away from it, maybe if I pretend it's not happening, then I can be a student here. And then there's a certain point when the reality of it gets in and the grief comes out because you feel grief not only for what that means that you can't be a student here, but for your own implication, your own
inability or difficulty in recognizing what's going on. So these are really profoundly personal, existential questions of how we relate to these losses. I don't know if you do. Don't worry. Shake it? Really? No. No, it's fine. Hey, thank you. Thank you for this conversation. I had a question. I was thinking about what you said about kindness in the safe space being very important to figure out how to exist together and work together. And I was wondering how that interacts with the pain and anger and the killjoy side of it, because I feel like I agree that, I mean, for me it's super important to have this kindness and think about how we can relate, but also oftentimes the wounds and the pain are too strong and they cause sadness, but also anger, and oftentimes it's hard to deal with it, and it's hard how people deal with it because of the kindness they're supposed to, I don't know, yeah. I know, like any of these words or terms that imply some kind of ethical relation, they can be used in ways that are really problematic. And sometimes kindness can be extremely unkind, partly because kindness can often be given in such a way that it's kindness to one's own kind, or certain people more than others become deemed as being unkind because how they are in the world doesn't reflect back other people's ideas of how you should be in the world. So kindness is always a political struggle without question. And I think, you know, I read Audre Lorde's work all the time, like constantly have her work by my side. And one of the things that I really noticed in Zami, her biomythography, which if you haven't read recently, read it tonight, rather than going to the concert, read Zami. You can do both. Go to the concert and then read Zami. She says, in order to survive the weather, we had to become stone. She's talking specifically about the relationship between black women in the United States context. And she's talking about racism as weather, as what can wear you down. But she's also talking about how the effects of that wearing can be to make you become brittle, but how the brittleness can actually be more impactful on those you love, on those who are near and those who are dear. And I think that's actually a really important part of kindness, is having a sense of those wearing histories and how they can diminish our capacities to be kind. And so when I said about the value of kindness in relationship to these spaces that are supposed to be safe but aren't often, I was thinking of that kind of version of kindness, a kindness that actually recognizes how diminishing these histories can be, how sometimes we're not at our best when we turn up to the safe space. We're not at our best. In fact, we might be the most affected, because when you let yourself express how hard it is because you're given permission to do so, quite frankly, they're the moments you become undone. And kindness is how we pick each other up in those moments. Hello, my question's also to Sarah. I just wanted to say, start by saying that your work has been so important to me as a person, as being a queer brown woman, and having that experience reflected in written work, which is so rare, and to feel seen. And sort of going off from that, you talk about being a question and about how existence itself becomes political labor. And so I was wondering if you could talk a little about your experience in terms of how in white feminist spaces you were seen as brown, but in brown spaces you were too queer and you don't fit in. And there does not seem to be a safe space sometimes. So could you speak a little about your experience with regard to that? Yeah, I mean, I think
one of my strongest memories of being a feminist killjoy. Most of my really strong memories of being a feminist killjoy at work are in relationship to being in feminist spaces and being the brown person who talks about race. I went to this conference. It's a really weird conference. Maybe I should take that bit out of the recording. But it was a weird conference called Going Australian. Like, what was that about? It was a conference on Australian feminist philosophy, and it was all white plenary speakers, and they were all suddenly talking about native title, which, I mean, I'm glad white feminists should talk about native title. They should talk about settler colonialism. They should talk about that. But they were doing with reference to Deleuze and Derrida and this, European genealogy. And I'm like, this is a question. Hey? Oh. Yeah. And anyway, it caused so much discomfort. And I just remember just sitting there and just thinking, this is really hard to be in this space and to be the person who apparently brings a problem into the room, but what you're doing is really pointing out a problem in the room. It's hard becoming the problem. However much I affirm that as an action, it's still hard becoming the problem. So not fitting in and becoming the problem are very close for me, like being in question, being constantly questioned. Are you from here? What are you? Who are you? Are you really from here? These questions that follow us. But it's also like having that sense of not fitting in. Sometimes it's because of what you say, and sometimes it's enough just to turn up to bring race up. You don't even have to say anything to cause tension. So what do you do? So, I mean, I don't have a solution to the problem of becoming the problem. I just know, like, what you said about finding your experiences that you've had reflected in words. I mean, I think that's important for all of us. And that's why when I was a PhD student and I first read Audre Lorde's work, and I was just like, and other work, I remember reading Stuart Hall's work being another example, and I just read about people who experience whiteness as not being at home, and I'm like, oh my God, it allowed me to hammer away at my own past. I love it when Audre Lorde says, racism and sexism are grown-up words. So you experience the things before you have the words for what you're experiencing. And I think when we have the words, like we even can describe what it feels like to become the problem, that gives us something. That's one of the resources that we can take in order to become problems in ways that feel more livable. And would you recommend to join some safe spaces with women who are exactly experiencing the same things as you do, so that you can just for, 5 minutes, 10 minutes a month, just relax a little bit and not be, just scared about what might say, because I can imagine when you're among white feminists, you're like, oh my God, what is she going to say next, or what is going to happen, or yeah. I mean, we could just do it now. I think safe spaces are an imperfect tool, but they're one of the tools that we have, so that we can feel more. Relax is a really good word for it. You feel that maybe it's more okay than it would otherwise be to put certain words in the room. But to be honest, no matter how much you have in common, the problems can emerge. In fact, sometimes when you have more in common and there's an expectation from that commonality will be the kind of political kinship, it doesn't always work like that. And that can be quite hard as well. I don't think there's a place we can go that is fully safe because of the worlds that we're in. So we do what we can, where we can, with whom we can, to enable ourselves to have those moments of relaxation the best we can. Bonsoir, j'aimerais bien que Rebecca et Sarah développent le lien qu'elles font entre féminisme et l'écologie. That's way too kind. Ouais, je sais. J'essaie de gagner du temps. Alors, je pense qu'il y a vraiment plein d'expertes sur ces questions-là, et je ne suis pas une de ces expertes, vraiment. Je vous conseille de lire, il y a plein de
de femmes qui ont écrit sur ces questions-là. Le dernier bouquin en date dont je peux vous parler, c'est un livre qui a été écrit par une femme qui s'appelle Pascale Derme, D''ERM, si vous voulez le lire, il est vraiment bien, qui s'appelle Sœurs en écologie. Et elle, ce qu'elle fait dans cet ouvrage, qui est vraiment tout petit, enfin je conseille, ça dure, je pense que ça prend 1 heure à lire, elle fait le lien entre l'absence de sororité qui existe dans notre société et l'absence de respect qu'on a eu vis-à-vis de l'environnement pendant des années et des années. Et en fait, elle dit que, mine de rien, les deux éléments c'est pas anodin, en fait. Si jamais, je reprends l'exemple de la France, mais du coup, en France, sur tous les frontons de toutes les institutions publiques, c'est quand même marqué liberté, égalité, fraternité. Et fraternité, ça veut quand même dire la solidarité entre les hommes et entre rien d'autre. Et le fait de mettre complètement la sororité, et donc une solidarité entre les femmes, en tout cas de le légitimer, ça a eu énormément d'impact sur les institutions, ça c'est évident, mais aussi sur les relations entre les femmes. Et donc j'arrive à la question. Non, je sais pas, lisez le bouquin. Franchement, elle est beaucoup plus experte que moi. Et je n'oserais pas, en tout cas, rapporter ses propos moins bien qu'elle le fait elle-même. Mais je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on ne peut pas penser la question écologique sans penser la question féministe et vice-versa. Je pense qu'on est à l'aune d'une nouvelle société, et ça c'est sûr. Je pense qu'on est en train de vivre, je ne sais pas si nous on va vivre cette nouvelle société, mais là on est en train de bousculer tous les fondements qui font que la société telle qu'on l'a vécue jusqu'à présent est encore en place. Et dans ces fondements, il y a notre rapport à l'écologie, il y a notre rapport à la Terre. Et ce moment, parce qu'on est en train de vivre une révolution féministe et écologique, ça va être une période très très dure, à mon avis, pour les activistes, mais en fait, c'est pour toutes les personnes en règle générale qui se battent pour ces questions-là. Mais je pense qu'on ne peut pas penser, en tout cas, ces deux questions séparément. Your turn. I won't speak for very long, but I think, Black feminism and indigenous feminism gives us so many resources to think about how we relate to the environment as a political question. Racial capitalism, settler colonialism, these are forms of structural environment violence that are also about ways in which the environment is turned into a resource that is to be used and be made productive. So when we talk about becoming exhausted as persons, our exhaustion as persons is part of a much wider problem of the desire to instrumentalize the environment to make it something that can be exhausted for the profit of a few. So I think we have behind us long histories, particularly in indigenous feminism, of thinking about the environment in different ways, ecology differently, our relationship to the environment, to land, to animals differently, and that is an incredibly rich resource for us right now. Juste peut-être deux références qui font justement aussi le lien entre féminisme et écologie. C'est, alors pour le coup, c'est un homme qui vient de publier sa thèse qui s'appelle « Décoloniser l'écologie », je crois. Il s'appelle Malcolm Ferdinand. Et justement, lui, il regarde les enjeux de race, sexe et classe dans le contexte caribéen et comment en fait ces questions environnementales ne sont pas des importations occidentales, mais en fait des questions qui se posent dans des contextes coloniaux et post-coloniaux. Et bien sûr, l'autre ressource par rapport à l'Afrique, ce serait Wangari Maathai, mais ça, je pense que vous la connaissez déjà. Donc voilà, c'est des personnes qui mettent en lien ces ressources-là. De ce côté, encore des questions. Nous avons 9 minutes. Et après, je dois prendre un train et j'y compte. Donc. Alors, il y a une main qui se lève là-bas. Levez les mains haut, s'il vous plaît. Bonsoir. Désolée, j'ai une extinction de voix, donc je vais essayer d'aller au bout de ma question. Vivre une vie de femme et de féministe, c'est souvent être confronté à du mansplaining ou en tout cas une manière de parler de certains hommes un peu condescendante. Et comment on fait pour repérer... Pardon. Comment on fait pour repérer le mansplaining et surtout, est-ce que vous avez des clés pour y répondre sans avoir l'air de passer pour celle qui crée le problème? Voilà, merci. Créer le problème, clairement, parce que carrément, quoi. Je pense que
façon, peu importe ce que tu vas dire ou ce que tu vas faire, il va essayer de... Si tu te retrouves dans cette situation, il va essayer de faire en sorte de ne pas légitimer tes propos. Donc, tant qu'à ce qu'il essaye de ne pas légitimer tes propos, fais en sorte de créer ce problème-là. Et à partir de ce moment-là, on pourra créer une solution. Mais si jamais il n'y a pas de problème, du coup, il n'y aura pas la solution. Part du principe qu'on essaye de te... Alors, je pense que la version française, c'est m'expliquer, ou je ne sais pas, il y a eu des tentatives un peu bizarres. Ouais, de tuer les gens et m'expliquer. Mais le fait qu'on nous explique... en fait, c'est incroyable, ça aussi. Non, ça fait partie des espèces de trucs hallucinants qui existent encore dans notre société. C'est que peu importe ce qu'on vit, peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qu'on ressent, si jamais c'est pas considéré comme la norme étant ce que vit une personne, un homme blanc, on va forcément vouloir le délégitimer. Et pour le délégitimer, qu'est-ce qu'on va faire ? On va utiliser des données, des données qui existent, des statistiques qui sont payées qui sont créées par des institutions publiques, payées par les impôts de notre société. C'est quand même incroyable, pour faire en sorte de montrer qu'on a tort. Et en fait, plus on va avancer et plus on va essayer de remettre en cause nos propos. C'est le cas sur absolument tout. Je vais prendre un exemple que j'ai lu tout à l'heure dans le train en venant ici. C'est un livre que je vous conseille d'ailleurs qui s'appelle Invisible Women de Carolina Criado Pérez, où elle prend des datas et elle essaye d'expliquer des datas et pourquoi est-ce que les femmes ont été invisibilisées dans ces datas. Et elle prend un exemple qui est le syndrome prémenstruel. Pendant des années, on a essayé de nous faire croire que le syndrome prémenstruel n'existait pas, que ce n'était pas un syndrome. D'ailleurs, ce mot n'existait pas. En langue française, ça a été... c'est depuis très récemment qu'on utilise le terme de SPM pour décrire tous les symptômes que les femmes cisgenres ont quand elles ont leurs règles. Mais du coup, ce qui est incroyable par rapport à ça, c'est qu'on s'est rendu compte très récemment que 90% des femmes qui avaient leurs règles faisaient cette expérience du SPM. Et pendant des années, elles allaient chez le docteur, et moi la première d'ailleurs. J'allais chez le docteur et puis mon docteur me disait non, en fait, vous n'êtes pas en train de... Vous n'avez pas si mal que ça, vous n'êtes pas en train d'avoir ces symptômes-là, ou vous n'êtes pas en train de vivre cette peine, cette douleur. Et tout ça parce que on vit dans un système qui a été clairement fait par et pour les hommes. Et donc tout ce qui ne correspond pas à cette norme-là, on va essayer de faire en sorte de la délégitimer. Et donc quels sont les outils qu'on peut utiliser ? C'est vraiment d'utiliser des données. Les femmes produisent de plus en plus des données. On a aujourd'hui de plus en plus de ressources pour prouver qu'on a raison. Et moi, ce que je conseille, alors ça dépend dans quel contexte on vit, où on a envie de vivre, mais c'est de nous tourner vers des personnes qui ont vécu nos expériences aussi. Typiquement, d'aller voir un psy qui aurait vécu les mêmes expériences qu'on a eues, ou des docteurs qui ont vécu ces mêmes choses-là. En fait, on n'est pas obligé non plus, c'est ça que je dis aussi, c'est qu'on n'est pas obligé de faire la révolution chaque seconde de notre vie. On n'est pas obligé de monter au créneau, pas de monter au créneau, mais en tout cas d'engager une conversation avec n'importe qui. Et il y a cette femme en France qui est génialissime, que je vous conseille de suivre sur Twitter, qui s'appelle Marie Da Silva, qui est une activiste afroféministe et qui crée des techniques pour faire en sorte que les femmes racisées survivent dans le monde du travail. Et elle a cette technique géniale qui s'appelle la technique des 300 secondes. Ne consacrez pas plus de 300 secondes à des hommes ou à des blancs, si vous êtes racisés, dans votre journée, pour leur expliquer qu'ils ont tort. Vous n'avez pas leur temps, en fait, quoi. Vraiment, vous avez utilisé votre temps pour créer des choses, pour vivre votre vie, pour être heureuse, pour vous amuser, pour être malheureuse, peu importe. Mais pour vivre et pour ressentir vos propres choses, vous n'avez pas leur temps à ces gens. Yeah, that's good. I like that. Giving less time, that's a very good general approach to white heteropatriarchy. Give it less time. I think mansplaining is actually one of those terms that's useful because it helps us describe something very familiar. And I think we should remember that the terms themselves are part of our toolkit.
mansplaining, white-splaining, all the ways in which certain people are assumed to have the authority over other people's lives, including the lives of those that they're speaking to. And I think, mansplaining, it might also be how people occupy space, how you're sitting on a subway and like you're here in your little chair and there's a man next to you and their legs are in your bed and you're smaller and smaller and smaller and they take up more and more space. Sorry about the microphone. So I think we're talking about who takes up space and how and what that does to us, what it feels like. And I think there's lots of tactics. I think that's a really good one that you've passed on there. In my book, Living a Feminist Life, I had a citational policy of citing no white man. It really people didn't like this. Some of my white male colleagues didn't like this. They're like, how can you say? But it made me feel really good, in a killjoy kind of way. It's like, I didn't actually need those references. They didn't do that much for me. But it was actually really, really good to rearrange my text by making other feminist women, particularly feminist women of colour, the authorities who I turn to. And I think, now I've written another book called What's the Use, and it's about the history of utilitarianism, which is primarily a history of books written by dead white men. So I couldn't have my citational policy, but I missed it. And it has really helped me to think a little bit about, more about not just what we're saying, but how we're saying, who we refer to. And I think, in a social media world, in a world there, some of us are academics, some of us are not. We're all doing the work of making feminist knowledge. And I do think we should think about who not to give time to, but also who to give time to, who to give our energy to, who to cite, not just by calling their name or identifying them by name, but by meaningfully engaging with their work. So give yourself more time to those who don't do the splaining, to those who do the listening. Give yourself more time. Arrange your texts and your lives in such a way that those who get you get more room and get more time. And it just reminded me of something that I recently read on Twitter. I think it was this week. It was this really funny woman who said that when she started working at the radio station, her boss said, "Oh my God, with that voice, you should have really become a phone sex worker." And she said, "What? I really don't understand. I'm really sorry. Maybe it's because I'm really dumb or something, but explain me because I really don't understand." And the guy just said, what? And sometimes playing dumb is actually quite resting. So. Alors, encore le temps pour une dernière question, remarque. Je regarde ce côté parce que j'ai donné beaucoup, c'est bon, madame. Alors, juste une dernière à la dame avec le pull rouge, merci. Merci beaucoup. Bonsoir, merci pour la présentation. J'ai une question pour toutes les deux, ou n'importe qui d'ailleurs, en fait. Vous parliez de révolution en marche féministe et qu'on était témoin du coup de cette révolution écologique et féministe. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, en fait, et notre génération s'inclut là-dedans. Mais j'aurais une question, en fait, comment cette révolution féministe et écologique fait face à la montée des extrêmes aujourd'hui, notamment si on prend l'exemple du Brésil, de Trump, de l'Europe, qui vont complètement contre ces idées écologiques, féministes, tout ce qu'on veut, qui sont extrêmement fortes aujourd'hui et qui sont de plus en plus fortes. Voilà, merci. That's why we need feminism. I mean, the need for feminism is often about the increase of the kinds of violence that feminism opposes. One of the things about becoming a feminist is that you become aware of all the justifications for those forms of violence or those forms of sociality. You hear the reasoning behind the thing itself. And I think with the turn to the right, with the increasing attachment to an idea of marriage as between man and woman, the idea that gender is an imposition on biological reality, the idea that gay marriage is the pathologizing of the world, the idea that immigrants mean the end of civilization, the idea that strangers introduce danger into our community, all of these ideas relating to the naturalization of the system we oppose. That is why
a feminist movement is needed. The need for feminism is part of what makes feminism be what it is. And it's extremely frightening to be witnessing this, but we're also witnessing at the same time an increase in feminism. These things are not unrelated. And we have to make a stand. And all of those questions about the environment, about immigration, about the violence against asylum seekers, these are feminist questions. They're about how to create a world that is less violent. And we have to speak out, and we have to stand up where we can, with whom we can, when we can. Je pense que c'est... ah oui, désolée. C'est une essayiste américaine qui s'appelle Suzanne Faludi qui a publié, je crois que c'était dans les fin des années 70, un livre qui s'appelle Le retour de bâton, The Backlash. Et en fait, ce qu'elle disait, c'est qu'à chaque fois que les féministes avaient gagné en terrain dans l'imaginaire collectif notamment, il y avait toute une mise en place de mesures qui faisaient qu'elles vivaient un backlash, un retour de bâton. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nombre de pays occidentaux où on voit que les lois qui protégeaient les femmes sont supprimées les unes après les autres. Et en fait, à chaque fois qu'on vit une révolution, enfin pas à chaque fois parce que je pense que les gens ne vivent pas plusieurs révolutions dans leur vie, mais à chaque révolution dans l'histoire, c'est précédé par une forme de backlash et de retour de bâton. Et c'est pour ça, après c'est peut-être mon côté très, très optimiste, mais le fait qu'il y ait ce retour du bâton montre qu'il y a quelque chose qui se prépare derrière et quelque chose de plus grand finalement que ces petites tentatives populistes qui essayent de freiner finalement l'avancée vers une nouvelle société pour laquelle on se bat. Et après, sans vouloir être manichéenne, on peut aussi se rassurer en se disant qu'on est du bon côté. Mais on continue à faire notre travail et on continue à créer, et c'est ce que tu disais Sarah, on continue à créer, on continue à écouter les personnes qui ne sont pas toujours écoutées dans notre société et à créer cet espace pour que ces personnes soient davantage écoutées, à passer le micro, à faire en sorte que ces idées-là soient de plus en plus lues et entendues, et ça ira bien. Ça ira bien. Voilà, on va s'arrêter ici. Merci à vous, le public, pour vos questions, votre attention, votre partage. Merci à Rebecca Amsalem. Thank you, Sarah Ahmed, for being here with us tonight. Merci pour votre temps.